Bien, eh bien, écoutez, bienvenue à toutes et à tous à cette webconférence. Nous allons pouvoir démarrer. Ravi de voir un grand nombre de participants puisqu'on était plus de 90 inscrits à cette session. Donc, c'est que le sujet doit passionner ou du moins vous intéresser. Donc, nous allons passer une petite heure ensemble. On a voulu faire un webinaire avec une thématique qui est actuelle autour de la digitalisation. Et on a voulu aussi construire dans cette webconférence un lieu interactif. Donc, vous avez dans la fenêtre de GoToWebinar l'outil qui permet de vous connecter, des zones de chat, des zones de questions. Donc, on vous invite à poser vos questions en live et moi, en tant qu'animateur, je tâcherai de les relayer aux différents intervenants que je vais présenter dans quelques secondes. Voilà, donc bienvenue encore et place au débat et aux échanges sur cette thématique. Alors peut-être juste en introduction, pourquoi on a construit cette conférence. Je crois qu'on le vit tous à différents niveaux. Ce webinaire d'ailleurs qu'on avait prévu hors confinement prend encore plus de valeur aujourd'hui. Le digital nous amène à travailler de manière beaucoup plus dynamique, distante, et forcément les outils aident et facilitent les échanges. Donc, le contexte, inéluctablement, nous amène à réfléchir, à prendre du recul. Cette crise qu'on vit a forcément, d'un point de vue étymologie, un mot danger, un mot aussi opportunité. Et je crois que c'est le sens du message d'aujourd'hui, quelque part, de profiter de ces moments un peu difficiles pour s'adapter, évoluer, faire évoluer les organisations. En tant qu'acheteur, de nombreux challenges se présentent à vous, tant sur des sujets réglementaires, sociétals, économiques, humains. Et la conviction qu'on a, et c'est ce qu'on va essayer aussi de partager aujourd'hui, c'est que le digital est un des leviers justement pour accompagner la transformation de vos organisations. Et pour ça, on a réuni aujourd'hui 3 intervenants. Je vais laisser à chacun le soin de se présenter avec une consigne entre guillemets, c'est que chacun donne un petit état de l'art de son champ d'action et nous fasse part un peu de sa définition de ce qu'est le digital pour lui. Voilà, c'est un peu le sens de la définition. J'en profite pour remercier Sylvie Noël qui va dans quelques secondes prendre la parole de son temps et de sa contribution, puisque vous allez voir, elle a beaucoup ouvré sur cette thématique. Donc encore un grand merci à Sylvie et merci à toi aussi Nicolas pour ta présence, et je laisse à chacun le soin de se présenter. Sylvie, à toi l'honneur. Bonjour à vous tous, je suis Sylvie Noël, je suis la directrice des achats du groupe Covea. Alors Covea, ça parle peut-être pour certains, peut-être moins pour d'autres. Covea, c'est MAF, MMA et GMF, donc là je pense que tout le monde la connaît. Et j'ai aussi une autre casquette qui est aussi très importante pour moi. Je suis la présidente de l'ADRA, qui est l'association des directeurs et responsables achats, qui regroupe aujourd'hui plus de 130 directeurs dans tout secteur d'activité et aussi bien sur le public que le privé. Super. Merci Sylvie. Bon, bonjour. Oui, Nicolas. Non, oui, bonjour à tous, j'allais me présenter. Donc je suis Nicolas Bridet, effectivement, un des fondateurs de Silex. Voilà, très brièvement, on fait partie de cette nouvelle génération d'acteurs qui utilisent les dernières technologies, aussi bien d'intelligence artificielle, mais on en reparlera surtout de la puissance amenée par la donnée aujourd'hui, pour effectivement augmenter les capacités des acheteurs et leur permettre d'améliorer la performance de leur organisation achat. Je pense qu'historiquement, vous connaissez tous la digitalisation qui était apportée effectivement par les outils du marché qui se focalisaient surtout sur la partie processus, que ce soit des processus P2P ou d'appel d'offres, enchères, etc. Voilà, grâce aux dernières technologies, on va dire, Silex a permis de digitaliser l'amont du processus qui était historiquement pas digitalisé, donc l'analyse marché, le sourcing, la captation de données. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir de participer à cette webconférence, aussi bien avec Christophe de Fluxim, mais aussi Sylvie Noël, qui était une de nos premières clientes il y a 2 ans et demi quand on a commencé à commercialiser nos solutions. Et aujourd'hui, avec un certain succès, on équipe à peu près plus de 70 organisations achats, aussi bien public que privé. Donc c'est un plaisir d'échanger avec vous sur le thème de la digitalisation, mais aussi de la révolution du métier de l'acheteur. Super, merci Nicolas. Peut-être quelques mots pour me présenter également. Donc Christophe Rivéran, j'aurai le plaisir de co-animer cette session avec Nicolas. On va avoir le rôle d'animateur et de questionner Sylvie, parce que du coup ça va être ça le temps fort de cet échange, c'est de pouvoir partager sur son retour d'expérience. Alors qui est Fluxim en quelques secondes? Nous, notre travail,
face aux organisations qui aujourd'hui doivent évoluer et doivent s'adapter, notre job, c'est de leur aider à construire le futur. Et pour ça, on transforme les fonctions achat et finance d'un point de vue outil. C'est pour ça qu'on délivre des prestations de conseil et d'intégration de solutions de source to pay, donc des solutions pour gérer les achats, des solutions pour gérer la chaîne aval, le traitement des factures fournisseurs en un exemple, tout ça en mode SaaS pour optimiser les processus et la performance achat au sens large. Voilà, peut-être juste une question pour toi, Sylvie, en préambule. Qu'est-ce que tu mets derrière toi, derrière le mot digital, ou du moins le mot digitalisation des achats? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Pour moi, Sylvie Noël? Oui. Parce que le son a été coupé, Christophe. Je ne sais pas si c'était spécifique pour moi ou pour d'autres. Ah non, Donc, quand tu as parlé, ça a été coupé. Non, c'est bien pour toi. C'est bon. Quelle est ta vision à toi, ta définition? Qu'est-ce que tu mets derrière le terme de digital achat? D'accord. Alors, pour moi, la digitalisation, d'abord, ce n'est pas une finalité, mais un moyen. Là-dessus, je suis très claire dans ma tête. Digitaliser, pour moi, c'est fiabiliser, optimiser, permettre plus de transparence et de partage entre les parties autour d'un process qui est le process des achats, qui inclut nombre d'acteurs. Quand je parle de nombre d'acteurs, on a aussi bien entendu nos demandeurs, nos directions métiers, mais on peut avoir au sein de l'entreprise dans laquelle on travaille des juristes, de l'IT qui va être de la conduite du changement, et puis on a évidemment nos fournisseurs qui sont partie prenante et plus que partie prenante dans le cadre d'un dossier d'achat, et pour lequel cette transparence, pour moi, me paraît une vraie nécessité. Donc pour moi, la digitalisation, c'est pouvoir avoir un réceptacle, je vais dire, qui va permettre qu'on peut tracer et fiabiliser la globalité des échanges, des accords et des modes de fonctionnement que l'on a autour d'une plateforme ou d'X technologies qui nous permettent d'optimiser tous ces éléments. Ok, super. Merci à toi. Nicolas, un complément par rapport à cette définition qu'on pourrait partager sur le digital achat? Sylvie l'a très bien dit, effectivement, la digitalisation effectivement permet aux organisations d'avoir une meilleure maîtrise effectivement de l'ensemble des informations qui vont être saisies, on va dire, par les différents interlocuteurs de l'entreprise, de l'organisation. Voilà, la digitalisation, je pense qu'il y a eu des vagues de digitalisation. On a commencé, comme a dit Sylvie, par des processus. Effectivement, moi, en tant que représentant peut-être des acteurs nouvelle génération qui utilisent les dernières technologies, c'est dans le même esprit, c'est de digitaliser effectivement un processus qui historiquement n'était pas digitalisé puisque les technologies ne le permettaient pas. Aujourd'hui, elles le permettent et donc je rejoins tout à fait Sylvie dans le sens où les technologies doivent être un moyen justement pour justement se focaliser sur d'autres choses à plus forte valeur ajoutée si on parle de digitalisation et de transformation des organisations achats. Ok, très bien. Merci Nicolas. Alors, dans le premier temps qu'on voulait partager avec vous, sur finalement ce qu'on vit aujourd'hui et depuis quelques années aussi sur différents chapitres réglementaires, sociétals, économiques et encore plus aujourd'hui avec le contexte sanitaire. J'ai une première question pour toi, Sylvie. C'est quoi ta vision aujourd'hui, la vision actuelle de la situation et de l'impact sur le métier de l'acheteur? Qu'est-ce que tu constates toi au quotidien? Alors moi, je dirais que l'acheteur, il a vraiment beaucoup évolué au fil des années et son métier commence à beaucoup évoluer. Et je pense qu'en tant que directeur achat, on a des vraies questions à se poser sur comment permettre encore à nos acheteurs de faire leur métier de base. Alors vous allez me dire, c'est quoi le métier de base d'un acheteur? Pour moi, le métier de base d'un acheteur, c'est d'abord faire du sourcing. Si vraiment vous voulez être bon dans votre métier, et on a quelques abacs, alors qui sont toujours discutables, mais on dit que normalement, un acheteur doit passer à peu près 10 à 15% de son temps à sourcer. Je doute qu'aujourd'hui, avec la charge et les nouvelles domaines de responsabilité qu'on doit mettre sur la tête aujourd'hui des acheteurs, ils aient cette capacité à faire. Néanmoins, pour moi, c'est quand même quelque chose de très différenciant. Donc, on a d'abord le sourcing. Deuxièmement, on a non pas à remplacer l'expertise d'un métier, et surtout pas, parce que pour moi, la clé, c'est d'avoir véritablement un binôme entre le métier et les achats, mais surtout de challenger quelque part, moi comme je dis souvent, avec un œil un petit peu de candide,
pour pouvoir à la fois s'assurer que quand la demande va partir, elle soit comprise des fournisseurs potentiels, mais que derrière, ce que l'on va attendre aussi bien en termes de propositions et a fortiori en termes de livrables va être cohérent et partagé par les parties. Donc ça devrait être, je dirais, le métier des acheteurs avec toutes les évolutions potentielles. Si ce n'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses. On était très en retard en France sur le réglementaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on a globalement 9 sujets de réglementaire à piloter, donc c'est colossal. C'est une vraie question. Est-ce que c'est vraiment le métier des acheteurs? De quelle façon on doit le gérer? On a dû faire pour beaucoup de la remédiation sur les aspects RGPD, parce qu'évidemment, la CNIL a évolué vers des clauses RGPD. Tous ces sujets-là sont une charge colossale pour les acheteurs, qui les diversifient à tort ou à raison, à bien ou à mal. Ça, c'est des vraies questions et sur lesquelles je pense que ce serait intéressant aussi qu'on puisse ouvrir les portes de l'échange sur des sujets qui, à la base, ne sont pas le métier de l'acheteur tel que je viens de le décrire. Ça devient très, très compliqué. Alors, je ne parle pas, et d'un sujet, par contre, moi, qui me tient extrêmement à cœur et qui est pour moi beaucoup, beaucoup plus important, c'est qu'au-delà de ça, les acheteurs doivent développer maintenant, au-delà de leurs compétences, alors même si j'aime pas tellement ce terme qui est très galvaudé, les hard skills et les soft skills, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, je pense que je vais quand même l'utiliser. Bien sûr, un acheteur doit avoir des hard skills, mais je dirais que ça, c'est relativement facile que de se l'approprier, a fortiori si on est digitalisé et si on a un outil qui vous permet de le maintenir. Par contre, on a véritablement aujourd'hui des soft skills qu'il faut véritablement mettre en valeur pour arriver à se différencier dans les relations que l'on a. Ces soft skills, elles sont l'empathie, l'écoute, que je mettrai en numéro 1, la curiosité et cette envie de faire travailler les gens ensemble. Et je pense que c'est beaucoup plus exacerbé ces temps-ci. Et alors, pas uniquement, et moi je veux surtout pas focaliser sur la Covid, parce que d'abord tout le monde en parle, mais je pense qu'il y a aussi une prise de conscience d'autres façons de travailler, d'optimisation, d'écueils aussi que l'on peut identifier, qui peuvent être potentiellement pour moi des vrais leviers de progrès et d'amélioration continue. Donc voilà un petit peu pour moi, très très brièvement, mais l'objectif c'est qu'on puisse échanger les uns et les autres, ma vision des impacts sur le métier de l'acheteur. Ok, merci pour cette vision, Sylvie. Tu fais bien de le souligner. Encore une fois, il y a un grand nombre de participants à cette webconférence, donc s'il y a des questions, vraiment n'hésitez pas, on est là pour les prendre en live et je me ferai fort de les relayer à Sylvie et ou Nicolas. Peut-être Nicolas, quelques mots toi sur ta vision d'un point de vue fournisseur technologie. Qu'est-ce que tu constates de ce qu'on vit aujourd'hui dans ta roadmap ou du moins chez les clients que tu rencontres? Je pense qu'il y a deux choses. Je rejoins ce que dit Sylvie. Effectivement, nous, en plus, on s'est focalisé grâce au mix technologique qu'on apporte, aussi bien de l'intelligence artificielle, mais aussi toute une captation de données qu'on opère grâce à nos technologies, qui permettent effectivement d'outiller le début du processus achat. Sylvie l'a bien dit, le sourcing est une phase assez importante et effectivement a été mis en lumière, on va dire, pendant cette crise. On a beaucoup parlé de sourcing ou en tout cas de gestion du risque plus en amont. C'est justement grâce à ces nouvelles technologies qu'on va pouvoir avoir une meilleure performance. Donc on le voit, on a été à la fois beaucoup sollicité pendant la crise avec, vous vous doutez bien, de gros besoins en sourcing, de trouver des fournisseurs alternatifs. On a beaucoup entendu parler de notions de relocaliser certains achats, de favoriser les made in France, de favoriser les circuits courts, etc. Donc voilà, c'est dans les textes ou en tout cas dans ce que devrait faire un acheteur. C'est vrai que comme ici dit, c'est 15% du temps normalement. Au vu de tout ce que doivent faire les acheteurs, c'est complexe sans technologie de pouvoir répondre à ces enjeux. Donc il y a eu vraiment cet aspect pendant la crise où on a mis à disposition nos technologies à la fois à nos clients, mais aussi de manière ouverte pour aider un plus grand nombre. Mais après, sur cette fin d'année, c'est comme ça a mis en lumière certains manques aujourd'hui. On est très sollicité effectivement sur cette fin d'année, avec peut-être une accélération justement dans la prise de décision, de vouloir lancer ce type de projet qui permet effectivement d'aller un petit peu plus loin dans la maîtrise du processus global de l'achat. Et après sur nos roadmaps, de manière générale, on a fait ce choix-là nous à nos débuts, de justement
utiliser ces dernières technologies pour apporter de la valeur. Donc effectivement, on continue d'investir fortement parce que il y a de plus en plus de gros besoins sur le marché. Donc on essaie d'y répondre au mieux avec nos clients et nos partenaires. Ok, très bien. Ce qu'on peut souligner aussi, alors ça c'est notre expérience, du moins les derniers projets qu'on a réalisés, c'est que nous aussi en tant qu'intégrateur, on a constaté et on doit aussi évoluer dans cette façon de faire des projets. On a constaté une accélération du moins de certains projets où les clients, par nécessité, avaient besoin de déployer des outils pour communiquer aussi bien en interne qu'externe. Et Dieu sait que l'acheteur est en relation avec beaucoup de monde dans l'organisation. Donc nous, une petite illustration, ce qu'on a pu constater, c'est que les projets d'implémentation de solutions, c'est aussi une question de méthodologie. Et dans la méthodologie, il y a la notion d'accélération et on a utilisé pendant la période du Covid de plus en plus de projets en méthodologie agile, jusqu'à là réservé pour beaucoup sur des projets de développement. Mais on voit que finalement, cette mutation, ces changements accélérés par le contexte actuel nous amènent aussi, nous, en tant qu'intégrateurs, à nous réinventer pour faire des projets plus simples, plus agiles et plus rapides. Donc c'est le constat qu'on a pu faire sur ces dernières semaines. Alors, fort de cette première question, ça nous amène à un deuxième sujet et on a commencé à le toucher des doigts sur l'acheteur de demain. Une question pour toi, Sylvie, finalement, si on devait un peu résumer les challenges qui attendent les directions achats et leur équipe et comment le métier de l'acheteur va évoluer, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors, nous, on s'inscrit véritablement dans un changement de paradigme qu'on a déjà commencé à amorcer il y a 2-3 ans, mais qui s'est beaucoup accentué puisque j'ai changé mon organisation au 1er décembre, qui est véritablement de penser business. Penser business, c'est quoi? On est encore beaucoup trop souvent les uns ou les autres en réaction. On va avoir une demande d'achat, on va évidemment y répondre au mieux, essayer de trouver les acteurs les plus adaptés pour répondre à ce besoin, mais on est encore beaucoup trop rarement à l'idée même de conception d'un sujet ou d'un projet ou même de l'élaboration d'une thématique business qui va nécessiter potentiellement un achat. Je pense que véritablement, cette évolution, si on veut apporter de la valeur avec un grand V, hein, et c'est pas pour moi quelque chose de galvaudé, c'est s'inscrire beaucoup plus en amont dans nos relations. Alors, vous allez me dire, mais c'est le rêve, comment on fait? Alors, j'ai pas de solution clé en main, hein, je peux juste partager quelques pistes qu'on essaie de mettre en œuvre. C'est encore un petit peu tôt pour vous faire un feedback sur la réalisation. Mais pour moi, il y a plusieurs axes. Il y a, d'une part, on est tous là en ce moment un peu suspendus aux résultats des engagements budgétaires qui vont être faits. C'est potentiellement, à partir du moment où les entreprises auront donné leur aval sur les lignes budgétaires pour les différentes directions, c'est rencontrer ces directions et voir avec eux déjà ce qu'ils ont planifié. Alors, il y a déjà, si on a une bonne vision de ce qui a été mis dans les budgets, alors tout dépend du maillage, de la façon dont se fait les budgets. Il y a une grande hétérogénéité dans les entreprises par rapport à ça. Mais globalement, ça nous permet évidemment de pouvoir identifier ce qui va arriver comme projet. Et potentiellement également d'identifier s'il va y avoir des achats associés à ça, qui ont été perçus ou pas perçus par le métier, hein, il faut être clair. Quand on a juste l'idée de je sais pas, développer une nouvelle ligne business, on n'a pas obligatoirement pensé à tous les sujets que l'on va devoir adresser et qui vont potentiellement pouvoir être de l'achat de produits, des solutions clés en main, de l'achat de prestations, parce que c'est normal, on sait ce que l'on veut faire, on connaît la finalité business, on ne connaît pas tous ces éléments-là. Et je pense que plus on essaiera de s'inscrire en amont dans cette vision, plus on essaiera de voir comment apporter les meilleures solutions et pour cela sourcer les meilleurs fournisseurs pour nos directions métiers, plus on pourra apporter de la valeur dans les relations que l'on aura avec les parties. Donc moi, je crois beaucoup à cet aspect-là, qui est s'inscrire le plus en amont possible de tous les projets. On se plaint tous d'être en réaction, avec tout le travail acharné que ça impose,
avec toute la frustration que ça génère. Je dis pas que c'est simple de faire différemment, mais je dis que si on n'essaye pas de changer les choses, on continuera tous à se lamenter de façon très légitime, mais tout en n'ayant aucun résultat. Donc, en ce qui nous concerne plus spécifiquement, moi j'ai beaucoup foi en cette approche et j'espère qu'elle portera ses fruits et qu'on sera encore plus réactif, plus proactif en tous les cas dans les relations que l'on bâtira demain. D'accord, donc réactivité, anticipation, c'est tes maîtres mots. Tu parlais de sourcing il y a quelques secondes, justement. On a une question là qui a été posée par un des participants. La question, c'est la suivante, c'est en quoi la digitalisation contribue au sourcing? Alors, aujourd'hui, je ne sais pas qui pose cette question, mais il faut être très clair. Comment vous sourcez les uns ou les autres? Vous n'avez pas 50 façons de sourcer quand vous n'avez aucun outil. Soit vous googlisez, soit vous faites beaucoup de salons, c'est quand même très, très compliqué en ce moment. Soit vous piochez dans votre panel de fournisseurs existants en espérant que votre base… Alors déjà, il faut espérer que votre cartographie de vos fournisseurs sont bonnes. Globalement, si vous n'êtes pas digitalisé, je doute, pour l'avoir vécu moi-même, parce que je suis opérationnelle aussi, je ne suis pas que directrice achat, même si, hélas, j'ai plus beaucoup de dossiers opérationnels. Je sais ce que c'est que de sourcer et je sais ce que c'est que choisir un panel fournisseur. Donc aujourd'hui, vous avez très rarement les uns ou les autres, faute de temps, faute de réactivité aussi de vos fournisseurs, des cartographies fonctionnelles des capacités de vos fournisseurs. Donc nous-mêmes, en tant qu'acheteurs, je suis désolée, mais on n'a pas le temps matériel, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'aller mettre régulièrement à jour ces cartographies fonctionnelles. Quand vous êtes digitalisé, en l'occurrence, ce qui est notre cas, et on a cette grande chance, on demande régulièrement à nos fournisseurs, qui d'ailleurs le font très peu, et je trouve ça très dommage parce que je pense qu'ils n'ont pas compris la valeur ajoutée, de mettre à jour leur cartographie. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous avez par exemple un fournisseur qui va intervenir, si on prend l'IT, sur du dev, sur des tests, sur un certain nombre de choses, mais qui est en train aujourd'hui justement de se diversifier sur des profils de data analyst. Et ce fournisseur-là, vous ne l'aviez jamais identifié comme un acteur de data analyst. Si vous n'êtes pas digitalisé, alors il y a deux biais de digitaliser, soit dans votre CRM existant, et dans ce cas-là, vous ouvrez effectivement la porte aux fournisseurs pour qu'ils puissent mettre à jour leur cartographie, soit en regardant sur des plateformes telles que l'offre Silex, qui vous permet, avec des mots-clés, de balayer de l'open data, avec de l'intelligence artificielle et des algorithmes, pour vous faire ressortir un certain nombre d'acteurs sur le marché que vous connaissez ou pas, mais qui vont pouvoir répondre à cette demande. Donc voilà en quoi la digitalisation, sur deux axes distincts, peut permettre effectivement d'optimiser le sourcing. Super. Du coup, dans la question préliminaire que tu posais, finalement, comment vous sourcez, la personne a répondu, voilà, elle parlait de salon, Google, bouche à oreille, discussion avec le panel déjà existant et le réseau. On voit que finalement, c'est un peu le quotidien de l'acheteur. Ça sera une bonne transition là, sur le chapitre de la donnée, mais du coup, je ne vais pas l'évoquer de suite. Peut-être un mot, Nicolas, toi, sur cette même question, parce que je pense qu'elle a aussi du sens concernant tes technologies à toi. Finalement, voilà, en quoi cette digitalisation contribue au sourcing de ton côté, d'un point de vue fournisseur technologique? Alors effectivement, nous le sourcing, on le connaît bien parce que c'est le premier cas d'usage effectivement qu'on a adressé. Effectivement, le mix technologique permet effectivement, comme l'expliquait Sylvie, d'aller, contrairement aux solutions historiques, d'aller en dehors, on va dire, de cette base fournisseur qu'on connaît peut-être déjà. Donc effectivement, par la capacité à pouvoir nous collecter de la donnée qui provient aussi bien de l'open data, du web, etc. Quelque part, nos technologies font ce travail d'aller collecter la donnée, de la structurer, ensuite vous la remettre à disposition pour dans des phases de sourcing, dans des phases d'identification de nouveaux fournisseurs ou d'analyse marché. Donc effectivement, pour en revenir même à la questionnement de qu'est-ce que l'acheteur de demain, c'est un acheteur effectivement qui doit être augmenté justement par ces nouvelles technologies pour justement mieux servir ses clients internes, comme a dit Sylvie, mais aussi amener de la performance à l'organisation. Donc c'est vrai qu'on parlait beaucoup historiquement du processus, appel d'offres, contrat, P2P, etc. Mais cette phase de sourcing est bien, et on l'a vu avec cette crise, est bien essentielle en tout début de process pour justement mieux driver ensuite l'achat qui va être effectué. Donc
je pense même celui qui a posé la question et les moyens, de toute manière, le but avec les nouvelles technologies n'est pas de remplacer l'acheteur, n'est pas de remplacer même son expertise, mais bien de justement de pouvoir aussi s'appuyer sur des technologies qui vont faire qui vont automatiser, on va dire, quelques tâches qui sont plutôt chronophages, comme l'a dit Sylvie. Hein. La problématique, c'est que sur le papier, tout le monde devrait sourcer, tout le monde devrait le faire. Après, dans la réalité, c'est qu'effectivement, les moyens déjà historiques ne le permettaient pas, ou en tout cas étaient très chronophages. Si on parle de salon, de Google, de bouche à oreille, effectivement, c'est à la fois des choses qui demandent du temps homme, donc complexe de le faire de manière généralisée. Et donc, le fait de s'appuyer sur ces technologies permet aussi déjà de pouvoir diminuer ce temps-là, mais aussi de pouvoir capitaliser sur tout ce qui est fait. Souvent, on parle de base fournisseurs ou de réseau. C'est vrai que souvent, si vous n'utilisez pas des technologies pour capitaliser là-dessus, ça reste chronophage ensuite de réactiver ces réseaux, de réactiver ces bases fournisseurs pour chacun des besoins. Donc effectivement, nous, on croit, et en tout cas c'est une réalité pour nous, les acheteurs de demain, pour mieux servir leurs clients internes et amener de la performance, doivent être outillés. Donc je pense qu'on peut faire le parallèle avec d'autres fonctions. C'est complexe effectivement de pouvoir mieux servir son organisation sans outils qui permettent de le faire. Est-ce que je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Nicolas? Oui. Voilà, s'il y a une crainte quelconque, l'objectif n'est en aucune façon de remplacer un acheteur. Hein. Bien au contraire. Par contre, c'est bien permettre à l'acheteur de faire son vrai business, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et pour qu'il puisse faire son business et être un vrai partenaire des directions métiers et pouvoir les accompagner et être en amont, il faut pouvoir lui dégager du temps sur des choses qui ne sont pas obligatoirement très enrichissantes, mais deux, sur lesquelles aujourd'hui, nous avons des solutions d'optimisation. Et ce n'est pas une finalité. Et ça, pour moi, c'est absolument fondamental d'avoir cette précision. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que je me suis permis de la préciser, effectivement, parce que souvent, il y a des craintes avec l'intelligence artificielle, etc. Je pense qu'aujourd'hui, la réflexion, ou en tout cas l'intelligence d'un acheteur n'est pas remplacée par une machine, bien évidemment. Par contre, comme tu l'as bien dit, ça permet de se focaliser sur les choses qui ont à valeur. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, si on parle que du sourcing, quand on dit qu'on fait des salons, quand on dit qu'on fait Google, quand on dit qu'on va chercher dans des bases existantes, tout ça, c'est du temps homme, c'est du temps pour aller effectivement chercher l'information. Le but de s'outiller, effectivement, est de faire gagner un temps considérable sur cette partie recherche et de peut-être garder pour l'acheteur la notion d'analyse pour justement garder les choses à valeur ajoutée. On aime bien dire, et ça c'est les clients qui nous le disent, quelque part, une des technologies qu'on leur met à disposition soit permettre pour des directions très matures de dégager du temps à l'acheteur pour se focaliser sur les choses à valeur, mais après pour d'autres organisations aussi de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. Pareil, si on parle d'un sourcing, des fois dans plein d'organisations, la notion de sourcing est faite sur des très gros achats, très stratégiques, sur beaucoup d'achats qui représentent des fois des montants assez énormes, prix cumulés. Rien n'est fait, ou en tout cas le client interne est laissé un peu à l'abandon. Donc c'est aussi le but de ces nouvelles technologies, c'est de pouvoir aussi mieux maîtriser certains achats qui, dans certaines organisations, ne sont pas forcément très bien maîtrisés. J'aime bien la notion que vous avez évoquée, la notion d'acheteur augmenté, finalement, qui résume bien ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas tant sur un sujet de productivité, mais plutôt sur de l'efficacité et de l'efficience pour faciliter la vie de l'acheteur et le focaliser sur des choses vraiment essentielles. En tout cas, c'est ça que je retiens. On constate un autre élément pour apporter notre éclairage, c'est il y a encore 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, on voyait quand même une difficulté importante des directions achats à s'outiller ou du moins à vendre leurs projets. C'est un peu le parent pauvre, hein, si je caricature légèrement le sujet. Aujourd'hui, on voit que ce sujet est quasiment derrière. Les directions achats ont pris un leadership assez important dans les organisations. La nécessité de s'outiller est aussi illustrée par une frénésie aussi des éditeurs achats. On voit aujourd'hui un marché qui est en pleine explosion, ce qui pour nous et ce qui pour moi est la preuve qu'on est vraiment sur un équipement important dans les organisations. En tout cas, c'est l'éclairage que je souhaitais apporter.
Alors, avant de passer peut-être à la question suivante qui va être une parfaite transition à ce qu'on évoque, on va parler de la donnée qui est un peu la fondation. On vous propose juste un petit sondage rapide. Vous allez recevoir une fenêtre sur vos écrans pour avoir votre vision sur c'est quoi les grands enjeux finalement que vous, de vos fenêtres à vous, vous voyez dans l'évolution des professions de l'achat. Donc, si vous avez quelques secondes juste pour cliquer, ça permettra d'avoir aussi un peu de statistiques et un peu de vision de votre part. Donc, vous avez une fenêtre qui s'est ouverte, sondage rapide. On vous laisse y répondre. Alors, entre-temps, il y a une question qui est arrivée. Ok. Pouvez-vous élaborer sur les critères de vente de ces projets? Quels sont les arguments les plus vendeurs? Ce que je comprends de cette question, c'est finalement comment on va vendre le projet en interne à sa direction, comment on va le valoriser. Peut-être Sylvie, un mot là-dessus? Oui, alors déjà, on a plusieurs directions métiers qui peuvent nous aider sur le sujet. D'abord, on a tous besoin aujourd'hui de traçabilité, de compliance, d'auditabilité. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas digitalisé, ou bien si vous n'avez que des briques de digitalisation à droite et à gauche, vous ne pouvez pas assurer ces 3 pans. Le deuxième point est la qualité et la traçabilité des données. Pour un certain nombre d'entre vous aujourd'hui, vous avez ou pas des templates d'appel d'offres pour envoyer à vos fournisseurs. Vous les faites globalement, pour ceux qui ne sont pas outillés, à partir de vos postes de travail. Je rappelle qu'un poste de travail est individuel, qu'on n'a pas le droit du tout d'y avoir accès. Donc, ça veut dire que si l'un d'entre vous, pour une raison X ou Y, ne revient pas au bureau, l'activité inhérente à la demande d'achat qui a été envoyée à un fournisseur s'arrête. Donc, vous avez aussi une véritable problématique de qualité de service vis-à-vis de vos directions métiers. Le troisième point, c'est que aujourd'hui, si vous n'êtes pas non plus outillé, vous n'assurez absolument pas une homogénéité dans la vision des données. On va parler des données. Dans un instant, les données, c'est la clé de voûte de notre métier. Donc, ces éléments-là, si vous voulez, il faut aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas de digitalisation, pouvoir montrer très concrètement en quoi la fiabilité d'une solution digitale peut permettre d'optimiser sa façon de travailler. Et ceux qui sont le plus intéressés par le sujet, très objectivement, c'est la conformité, le contrôle interne, les risques et le juridique. Et de plus en plus les métiers, parce que les métiers ont compris aussi que si demain vous n'étiez pas là et que leur dossier s'arrêtait, ça leur posait un véritable problème opérationnel. Donc, n'essayez pas de vendre toute seule des solutions à votre direction générale. Essayez plutôt de montrer les attendus d'autres directions et qui, pour que vous soyez au rendez-vous de ces attendus, vont nécessiter que vous soyez digitalisé. Très clair. Très clair. Du coup, donc il y a pas mal de questions qui arrivent. Je propose qu'on passe à la partie suivante et que je reprenne notamment une question qui va être liée à cette partie. Donc, on a fait le teasing sur justement cette partie suivante. Donc, je vais y aller de ce pas. Donc, on vous apprend rien finalement en vous disant que la donnée est clé dans le système finalement achat et dans l'organisation achat. Je crois que finalement la connaissance fournisseur devient stratégique et essentielle pour capter des économies, pour trouver des fournisseurs, pour capter l'innovation, gérer les risques. Nous, on le voit en tant qu'intégrateur, la plupart des projets qu'on démarre, la première question qu'on demande à nos clients, c'est où est le référentiel fournisseur? Et la réponse, elle est systématique. Et déjà, il n'y a pas forcément de référentiel fournisseur unifié. Et en plus de ça, il n'est pas gouverné par une entité donnée. Donc, on a un problème de qualité de données qui est le point de départ de beaucoup de problèmes ou alors qui peut être l'opportunité de beaucoup de succès dans la suite.
Donc du coup, ça amène une première question à toi, Nicolas, puisque vous travaillez essentiellement sur la donnée. Vous êtes un acteur innovant sur le sujet. Finalement, comment votre technologie à vous agissent au quotidien pour l'acheteur sur ce sujet de la donnée? Alors effectivement, le sujet de la donnée, c'est un sujet qui nous anime, quoi. Peut-être pour refaire l'histoire, on a été créé en 2014, donc effectivement, c'est bien le sujet de la donnée qui a fait émerger quelque part Silex, les outils qui digitalisaient le processus, sans les citer, les Evalua, les Ariba, les Coupa, les Détermine, tous ces acteurs qui digitalisaient un processus existaient déjà. Le but, effectivement, était de repartir de la donnée et d'effectivement de pouvoir automatiser ou en tout cas permettre à l'acheteur de prendre des décisions plus éclairées grâce à la donnée. Donc, que fait Silex concrètement, au-delà du logiciel qu'on vend à nos clients et qui est utilisé pour faire du sourcing? C'est d'ailleurs une grosse plateforme de données, Silex. C'est une plateforme de données qui collecte de la donnée. Quelque part, ça reproduirait ce que ferait un humain, un acheteur, pour aller chercher de la donnée. Donc, on a aussi bien de la donnée qui vient de l'open data. C'est de la donnée qui est libérée et structurée par des institutions. Donc, ça va être des données financières, juridiques, etc. On a des technologies qui vont sur le web aussi pour aller capter toute la donnée que vous allez avoir sur les sites web des fournisseurs, sur des répertoires, des annuaires, etc. Mais vous avez aussi potentiellement de la donnée qui provient du fournisseur. Donc, on a une plateforme qui permet à n'importe quel fournisseur de venir quelque part déposer sa donnée, donc de la donnée dite déclarative. Et donc, effectivement, sur cette plateforme, on permet à nos clients, quelque part, d'avoir une meilleure vision de l'environnement fournisseur, mais aussi de pouvoir aussi garantir l'unicité et la qualité de la donnée dès le départ. C'est important. On parlait beaucoup des bases de données fournisseurs. Ce qu'on fait chez nos clients, c'est deux choses. Un, déjà, on leur ouvre notre plateforme de données pour des besoins d'analyse marché, de sourcing, ce qui permet effectivement d'avoir accès à de la donnée externe, qui est souvent chronophage de les chercher pour un être humain. Mais aussi, on se synchronise avec effectivement les outils de nos clients. Donc après, là, on a une telle diversité de clients. Donc, on a des clients comme Sylvie Noël où effectivement, ils ont arrête-moi si je me trompe Sylvie, mais qui ont un processus plutôt bien maîtrisé avec un outil qui permet de gérer ça, sans le citer Evalua, et où la base fournisseur est plutôt propre, sur lequel on va juste se synchroniser pour donner encore plus de puissance à l'outil Silex dans une phase de sourcing pour d'abord connaître les fournisseurs avec le travail Covea, mais aussi structurer une approche de potentiellement référentiel prospect qui permet justement de pouvoir capitaliser sur l'ensemble des actions qui vont être faites sur les acheteurs, mais après aussi pour d'autres clients un peu moins matures ou en tout cas digitalisés, sur lequel, comme tu le disais Christophe, souvent on a une grosse problématique de base de données fournisseurs où il y a très peu de qualité, beaucoup de doublons, etc., sur lequel effectivement on vient se synchroniser pour garantir justement la qualité de la donnée fournisseur et permettre à l'organisation d'avoir une meilleure vision sur déjà son propre environnement fournisseur, qui fait partie des gros enjeux de nos clients. On va dire, il y a souvent deux points de départ possibles, soit un via le sourcing, quand vous êtes très digitalisé et que vous souhaitez généraliser le sourcing, soit dans une vision où vous n'avez pas forcément bien maîtrisé votre base fournisseur interne, et donc vous allez vous appuyer sur Silex pour justement s'appuyer sur toute la donnée qu'il collecte pour avoir une meilleure maîtrise déjà de son environnement fournisseur avant de s'ouvrir vers l'extérieur. Clair. Très clair. Alors du coup, je relais un peu deux, trois questions et merci pour votre participation parce que du coup, c'est aussi ça l'intérêt de cette webconférence, c'est d'avoir cette côté interactive. Donc, vraiment, on vous invite vraiment à profiter de cette occasion. Première question sur quel argument pour rassurer le management sur les aspects sécurisation des données achats en mode SaaS. Donc, la question concerne la technologie. L'application est disponible hébergée, donc pas forcément dans l'entreprise. Et comment on peut sécuriser les données? Peut-être Sylvie, quelques mots là-dessus, puisque tu nous as parlé de sécurité du poste de travail. Est-ce que tu peux peut-être développer ce point-là? Oui, alors moi, je suis très à l'aise sur le sujet parce que, en fin de compte, moi, je suis digitalisée et en mode SaaS depuis 2012. Et en plus, avec une application qui touche la globalité des marques que sont MAF, MMA, GMF, et en avance de phase par rapport à un quelconque projet en mode SaaS sur les trois marques. Vous savez, c'est très simple, hein, il y a des choses très simples. Vous êtes, je ne sais pas qui est autour de cette table virtuelle, mais d'abord, vous auditez votre fournisseur, vous vous assurez de quelle façon sont sécurisées les données, vous faites éventuellement un test d'intrusion fait par des tiers en termes d'auditabilité. Il y a des clauses très précises contractuelles à mettre en œuvre que vous devez, non seulement que vous pouvez, mais que vous devez contrôler par rapport à un tiers de confiance. Moi, je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, c'est méga sécurisé. Toutes mes données sont effectivement en SaaS.
on a fait les tests d'intrusion. On a un PCA, parce que c'est obligatoire, hein. Alors, un plan de continuité d'activité et un plan de reprise d'activité, qui est aussi obligatoire dans le cadre de la sous-traitance. Et très objectivement, aujourd'hui, si vous avez des problématiques par rapport à ça, je vous invite à me recontacter. Je me ferai une joie d'expliquer à votre management en quoi cette solution-là est hyper sécurisée et sans aucun problème. Très clair, merci Sylvie. Peut-être autre question que je viens de voir, qui rejoint un petit peu d'ailleurs les premières remarques qu'on a fait sur l'acheteur augmenté, c'est finalement comment vaincre les réticences des acheteurs à se digitaliser, notamment pour le sourcing. Chez nous, beaucoup estiment que les appels d'offres en ligne sont plus lourds que de fonctionner par email. Ah bon? Bah écoutez, alors je peux pas me prononcer ne connaissant pas ce que vous avez. En ce qui nous concerne, je ne vois pas comment ça peut être plus lourd, hein. Au contraire, pour nous, c'est 1000 fois plus simple. Nous, on crée un groupe avec les personnes concernées dans le cadre de l'appel d'offres, hein. Nous avons un seul moyen d'échanger avec les parties étant, comme je vous l'ai dit, aussi bien les acteurs internes que l'externe. Tous les appels d'offres partent à travers une plateforme en totale transparence sur les différentes étapes, avec des profils évidemment différents en termes d'habilitation. En ce qui nous concerne, c'est imminemment plus simple et imminemment plus fiable. Alors, je ne peux pas me prononcer sur la solution spécifique dont vous parlez. Alors, il y a peut-être des problèmes d'habilitation, de paramétrage, d'outillage. C'est très compliqué pour moi de pouvoir vous le dire. Enfin, moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir évidemment eu un avant digitalisation et un après, c'est le jour et la nuit à peu près. Et d'ailleurs, une des vertus de déployer une solution de sourcing, finalement, c'est de faciliter la vie à l'acheteur. Je pense que tout le monde a vécu les nombreux échanges Excel, fichiers Word entre le fournisseur et vous, et on voit que l'évaluation de ce fournisseur est assez fastidieuse, là où les outils finalement permettent d'automatiser pas mal de choses qui sont un petit peu ingrates en termes de tâches. Alors attendez, excusez-moi parce que le slide avance plus vite que la musique. Peut-être pour rebondir sur ce sujet de la donnée, est-ce que tu vois autre chose à développer, toi, Sylvie, sur ça? Comment tu vois l'importance de la donnée finalement dans la prise de décision? Alors, oui, moi, je voudrais faire un focus et un arrêt sur image sur un sujet. Justement, si on est digitalisé, ce qui est un véritable avantage différenciateur, vous avez, vous, acheteur, enfin, acteur des achats, hein, acheteur ou tout profil intervenant, un rôle fondamental. C'est que c'est bien la qualité des données que vous allez saisir, hein, qui vont faire la qualité de l'outil que l'on va avoir. Si vous ne rentrez pas les bonnes informations, même s'il y a énormément de choses automatisées, évidemment, quand vous allez faire des extracts pour devoir piloter votre fonction achat, ou sur vos catégories, ou quel que soit le mode de fonctionnement que vous utilisez dans vos organisations, évidemment, tout va être faux. Donc, je tiens juste à préciser que digitalisation ne veut pas dire ne pas saisir de bonnes données et ne pas contrôler. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous doit sourire en disant « bah oui, c'est évident ». Moi, je peux vous dire que non, ce n'est pas évident. Et là, je parle avec le recul de quelques années. On est tous beaucoup dans le rush, beaucoup à faire beaucoup de choses. Et on a souvent une qualité de données qui est trop hétérogène. Par exemple, si je vous l'illustre avec une Contratech, on a une date de début, une date de fin, une date de renégociation, des acteurs potentiels qu'on doit remettre dans la boucle si on doit relancer un appel d'offres. La qualité des données saisies est fondamentale dans le suivi que l'on va avoir ailleurs. Et c'est bien vous, acteurs de la fonction achat, qui allez sécuriser que ces données soient bonnes. Tout outillage que vous pourrez avoir n'a aucune valeur si la qualité des données que vous avez saisies par rapport à votre responsabilité et votre périmètre d'achat n'est pas au rendez-vous, hein. Compris. Alors du coup, ça nous donne une transition intéressante et tu l'as souligné en préambule, Sylvie, l'outil n'est pas une infinité, mais est le moyen finalement, permet de faciliter les choses. L'organisation est aussi un vaste sujet, on va tâcher de l'évoquer en quelques minutes. Peut-être une question pour toi justement, Sylvie, sur l'évolution de ces organisations. Qu'est-ce que tu constates toi? C'est quoi ton retour d'expérience sur l'organisation des achats avec un grand A?
Alors, on a globalement encore beaucoup d'organisations qui s'articulent autour de catégories managers, hein, à tort ou à raison. Moi, je pense que ce modèle-là ne perdurera pas des années. C'est ma vision très personnelle, parce que je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de flexibilité. Et quand on regarde beaucoup de dossiers achats, on s'aperçoit que souvent, vous allez avoir un sujet qui va être un sujet métier, mais manque de peau, il va s'articuler sur la catégorie d'à côté qui va être de l'IT ou qui va s'articuler sur la côté d'à côté qui est marketing. Et là, dans ce cas-là, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'elle lead sur ce projet? Quel est l'acheteur qui va avoir la légitimité d'embarquer toutes les parties? Donc, je pense que l'évolution du business va très probablement nous faire changer la façon d'organiser nos directions achats. Par contre, le prérequis indispensable, c'est d'être digitalisé. Si vous n'êtes pas digitalisé, vous ne pourrez pas changer cette verticalité des catégories. Donc, il y a vraiment une question de fond qui est bien l'adéquation des organisations achats par rapport à une évolution du business, et je parle bien du business de nos entreprises, hein, et du business de nos fournisseurs, pour être au rendez-vous et en adéquation avec l'alignement que l'on va devoir faire de nos organisations. Et pour moi, c'est absolument fondamental et ça nous oblige à rebouger les lignes et à réfléchir différemment. Ok, donc un alignement beaucoup plus fort sur le business, mais le business direct de l'entreprise. C'est indispensable. Compris. Nicolas, toi de ton côté, qu'est-ce que tu constates, ou du moins en quoi cette digitalisation des achats dont on parle depuis quelques instants, elle fait bouger les lignes sur les organisations? Je pense que Sylvie l'a bien dit, c'est aussi la transformation, je pense déjà du contexte, quoi, les différents contextes qu'on vit nous obligent les organisations à se transformer et aussi à la maturité des technologies. Donc, de toute manière, la transformation passe aussi par l'usage de technologies, ça se voit dans toutes les fonctions. Et après, en le rappelant tout, bien évidemment, c'est pas un objectif en soi, c'est bien un moyen d'y arriver. Et le moyen, justement, c'est comment amener plus de performance, comment mieux servir ses clients internes, comment mieux servir le business, forcément le business achat, mais le business bien global de l'entreprise. Donc c'est justement, on va dire, l'appréhension d'à la fois son organisation et des nouvelles technologies qui va permettre effectivement d'opérer un vrai changement et d'amener de la performance au sein de son organisation. Après, comme le dit Sylvie souvent, effectivement, dans la réalité, il y a un degré de maturité complètement différent, ou même des choix d'organisation qui sont complètement différents en fonction des organisations. Voilà, le but des technologies aussi comme Silex, c'est de s'adapter à ces organisations, même si effectivement, il faut que l'organisation, et je pense que ça rejoint une des questions qui a été posée, qui était de dire mais comment je fais, je suis digitalisé, mais mes acheteurs ou mes clients internes ne voient pas forcément l'intérêt. Voilà, c'est en rappelant aussi que la technologie reste un moyen, mais qu'elle doit faire partie d'une transformation globale, on va dire, de l'organisation. Compris. Ce qu'on constate aussi depuis maintenant quelques temps et avec une accélération forte dans les périodes de confinement, c'est la notion de mise en place de portail fournisseur. Le phénomène avait commencé déjà quelques temps, mais on a vu une forte accélération pour développer cet esprit de collaboration. Tu l'as évoqué, Sylvie, là, au travers de cet alignement sur le business. On voit vraiment un fort engouement des organisations pour la mise en place d'outils où on va faciliter la collaboration. Le métier d'acheteur est un métier relationnel, de relations interpersonnelles. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faciliter cette relation, pas que digital, mais en tout cas d'avoir les outils qui permettent de structurer et de faciliter les échanges. Ça, c'est un phénomène qu'on constate de manière assez importante dans les projets qu'on déploie. Il nous arrive même de déployer uniquement des solutions de portail fournisseurs pour créer du lien, créer de la communication, animer cette communauté. Donc ça, c'est un phénomène aussi assez important. Alors, dans le cadre des portails fournisseurs, on a différentes façons pour les utiliser. On a soit un portail fournisseur où tout fournisseur potentiel va s'inscrire sur ce portail. Mon seul point d'alerte par rapport à ça, c'est qu'il faut véritablement
avoir très précisément paramétré les éléments nécessaires derrière pour avoir une bonne exploitation des données des fournisseurs et ou avoir une équipe dédiée qui va filtrer et analyser quelque part les informations que les fournisseurs ont déposées. Et puis, on a une deuxième façon d'utiliser un portail fournisseur, qui est davantage celle que nous utilisons, qui est beaucoup plus pilotée par l'entreprise, hein, et qui est de dire que ce portail fournisseur, nous, il a deux vertus. Évidemment, comme je vous l'ai dit, nous on envoie tous nos appels d'offres à travers un outil, mais au-delà de ça, il y a un certain nombre d'onglets qu'on laisse totalement à la main du fournisseur, qui sont effectivement, comme je vous ai dit, la possibilité d'ajouter des éléments de différenciation, d'amélioration de la cartographie du fournisseur, mais aussi des nouveaux sujets qui pourraient nous intéresser par rapport à des projets qu'ils auraient pu faire ailleurs. Ils sont aussi responsables des données des contacts que l'on doit avoir, c'est-à-dire que c'est bien eux qui font la mise à jour de nos contacts commerciaux, fournisseurs, qualité, données. Je sais que pour nous, acheteurs, c'est une très grosse charge de travail dans des organisations de fournisseurs d'avoir toujours le bon interlocuteur commercial pour savoir à qui adresser les appels d'offres. Ben, nous, ça, depuis de nombreuses années maintenant, ce sont les organisations de nos fournisseurs qui les mettent à jour. Et donc, ça ne porte pas que sur le contact commercial, ça porte aussi sur celui qui est en charge des documents légaux, c'est aussi celui qui peut être en charge de la qualité, de la compte à four et évidemment des juristes. Donc, c'est aussi un vrai partage dans le cadre de ce portail fournisseur d'une responsabilité bilatérale. Et un allègement des tâches des acheteurs, hein, très clairement. Okay. Pour n'illustrer que certains points. Hein. Très clair. Merci pour cet éclairage. On va passer à la partie suivante finalement pour aller chercher un petit peu vraiment ce qu'on appelle un peu des trucs et astuces. Le terme un peu caricatural, mais l'idée c'est de pouvoir aussi partager sur nos expériences. Et ton expérience, Lily, parce que l'idée c'est vraiment mettre l'accent là-dessus aujourd'hui. Alors, je sais que ça fait un peu présomptueux de donner des conseils, on l'évoquait en préparation de cette conférence, mais je pense que ton apport peut être très pragmatique sur ça. Et finalement, toi, ta vision avec du recul, c'est quoi les ingrédients ou qu'est-ce qui a fait que ton projet a réussi et comment tu as surlevé les difficultés que j'imagine il y a dû avoir? Alors, effectivement, tu as tout à fait raison, parce que moi, je trouve que donner des conseils, c'est très présomptueux. On peut juste, enfin, en ce qui me concerne, je suis tout à fait partisante, et c'est ce que je fais avec beaucoup de mes confrères, c'est faire un retour d'expérience et partager mon niveau aujourd'hui à date, qui est toujours, pour moi, optimisable et en constante amélioration continue. Je pense qu'il faut surtout pas penser outil. Si on pense que l'outil va résoudre nos problèmes, on est tous morts. Et beaucoup d'organisations achats n'ont pas réussi leur digitalisation parce qu'ils ont pensé que l'outil allait résoudre leurs problèmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est fondamental, il faut penser business. Pour moi, business, c'est business de notre entreprise et business achat. C'est concrètement comment on va pouvoir être au rendez-vous pour maintenir des process avec les différents acteurs en ayant une solution digitalisée et non pas et l'outil va faire papa-maman et va résoudre nos problèmes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est tout de suite, quand on pense à ça, mettre autour de la table un maximum d'acheteurs clés pour faire l'accompagnement du changement dès les phases amont. Les gros sujets d'échec aussi de la digitalisation, c'est d'avoir fait ça en chambre avec des personnes sachant ou pas sachant, expert ou pas expert, et j'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça. Mais en tous les cas, en n'ayant pas embarqué les acteurs users de demain sur la solution finale. Quand vous embarquez dans les phases amont les users, quand vous les faites tester des solutions d'outillage et qu'ils ont la capacité de faire un retour d'expérience sur comment ils le perçoivent, les difficultés,
l'identification et qu'ils font partie des acteurs de la décision dans la solution retenue, vous avez déjà considérablement embarqué un acte de transformation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est faire de ces acteurs des ambassadeurs de demain. Quel est le meilleur ambassadeur que celui qui a été un des acteurs du choix d'une solution? Je pense qu'il n'y en a pas. Et puis surtout, ne pas minimiser, alors sans faire des usines à gaz, hein, ce sont des projets qui demandent énormément de transversalité. Donc, c'est surtout pas les achats et la finance seuls, ni le juridique seul. C'est les achats, le juridique, l'IT, même si c'est du SaaS, hein, parce qu'il y a un certain nombre de choses à regarder. Ça va être surtout les métiers, parce que les métiers, ça va être les users de demain. Vous pouvez avoir quelques fournisseurs hein, qui peuvent être des pilotes aussi, mais n'oubliez pas d'embarquer ces acteurs-là. Moi, je pense que c'est la clé de tout. Plus, et on le voit bien à titre personnel, plus on peut apporter sa pierre à l'édifice, plus on se sent concerné. Si demain on vous pousse quelque chose, quelle que soit la solution, même si c'est la plus belle solution du monde, et que vous la découvrez, un, vous allez avoir un vrai sentiment de frustration. Deux, vous allez vous dire, ouais, mais enfin on aurait pu faire ça, ça et ça. À tort ou à raison. Mais en tous les cas, vous n'aurez pas ce degré d'appropriation et d'embarquement, d'onboarding, et c'est le terme que moi j'aime bien employer, que vous pourriez avoir si vous avez été mis en amont. Donc n'hésitez pas, à prendre un peu de temps. Vous pouvez penser que c'est du temps perdu, et pour moi, je considère que c'est du temps plus que gagné dans la cadre de réussite de ces projets et sur le cadre de l'appropriation et de l'adhésion de ces projets. Le succès d'un projet réside beaucoup dans sa préparation. En tant qu'intégrateur, on le vit pleinement. Peut-être pour prendre un petit pas de côté, un petit léger recul, Abraham Lincoln le disait déjà. Donnez-moi 6 heures pour tailler un arbre, j'en prendrai 4 pour affûter ma hache. Je crois que cette citation illustre bien qu'avant de se lancer, il y a une définition des enjeux à réaliser, la question du pourquoi à se poser de manière à bien orienter son objectif, connaître ses processus cibles, avoir un sponsorship aussi important, c'est-à-dire que vous soyez aussi soutenu en interne. Peut-être, Sylvie, quelques mots là-dessus sur le soutien de la direction dans le projet. Qu'est-ce que tu as vécu toi? Comment tu vois les choses par rapport à finalement le fait que tu sois soutenu par le board de ton groupe dans ce projet? Alors, c'est pas si simple que ça. Hein. Parce que il faut, déjà, moi je vais être très transparente. Hein, une direction achat n'est pas une direction à la base qui est reconnue pour ce qu'elle fait. Ça, c'est basique. Moi qui ai fait d'autres métiers avant, pour moi, c'est un des métiers les plus difficiles qui soient, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Parce que c'est juste normal qu'on fasse bien, et si on ne fait pas bien et qu'il y a une anicroche, ça va retomber chez nous en nous disant qu'on a mal fait. Donc, le soutien, vous l'avez en factualisant les choses, mais vous ne l'avez pas de façon soutien, comme tu le dis, Christophe. Vous avez plutôt je vais peut-être exagérer un peu, pas un non-dit, mais vous allez avoir des gens qui vont y aller, mais ça ne va pas être un soutien franc et massif. Et si on attend ça, je pense qu'on sera extrêmement frustré. Il ne faut pas avoir peur de pousser, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Je pense qu'aujourd'hui, le métier des acheteurs, c'est beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute et beaucoup de courage. Il ne faut pas avoir peur d'avoir ce courage. C'est une bonne façon de faire une conclusion sur cette conférence, c'est une notion de courage. On pourrait parler aussi de leadership. C'est vrai que mettre en place des projets demande justement à avoir une vision et quelque part l'acheteur, la direction achat et les acheteurs ont une valeur sur cette thématique-là. Donc voilà. Peut-être en conclusion, parce que le digital, c'est aussi être à l'heure, être au rendez-vous. Il est midi, donc le timing est quasiment fini, mais on peut prendre encore quelques questions. Donc n'hésitez pas sur la fenêtre de chat à interagir. Je dirais que en synthèse de cette conférence, on a tous
en vision un monde qui change. Je pense que le contexte le montre encore plus aujourd'hui. Ce changement, il est protéiforme, que ce soit sur un plan réglementaire, RSE, humain. Et finalement, on a aujourd'hui une opportunité, et les organisations en ont une, c'est finalement de se dire, bon, mais est-ce que c'est pas le moment de revoir des choses qu'on a mis sous le tapis pendant quelques années beaucoup de leviers permettent finalement d'accélérer dans le travail quotidien de l'acheteur pour lui simplifier la vie. Et le digital en est un des moyens. On n'a pas la prétention de changer les métiers de l'acheteur, mais en tout cas, on a l'ambition d'apporter notre pierre à l'édifice pour faire en sorte que ce quotidien soit plus simple, soit plus efficace et que l'organisation au final soit plus performante, puisque c'est ça aussi le Saint Graal, c'est de rendre l'organisation plus performante. Alors, je propose qu'on prenne peut-être 2 questions et qu'on mette fin à cette webconférence en espérant qu'elle ait nourri vos réflexions et qu'elle ait été au niveau attendu. Donc, n'hésitez pas, s'il y a quelques questions, on peut les prendre dans ces dernières minutes. Une question qui vient d'arriver. Comment convaincre la direction générale de l'apport de la valeur achat? Vaste question qu'on pourrait développer plus que quelques minutes. Peut-être Sylvie, en réponse flash, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? En réponse flash, faites faire un verbatim de vos directions métiers sur la valeur que vous avez apportée. Bien vu. Bien vu, bien vu. Autre question, peut-on trouver des KPI communs avec les directions métiers pour évaluer la performance des achats? Bien sûr. Alors c'est pareil, c'est peut-être pas en 5 minutes qu'on peut y répondre, hein, mais il y en a plein. Hein. Déjà, avoir des objectifs communs quand vous cherchez des nouvelles solutions, un nouveau fournisseur, que vous trouviez des KPI communs. Un KPI pour, par exemple, une direction métier, si elle est pure business, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, selon les sujets, hein, optimiser son temps de traitement, avoir une meilleure qualité de service, avoir une meilleure réactivité du partenaire qu'il va avoir. Ça va être être au rendez-vous des livrables ou des reportings qu'ils doivent avoir. Et là, c'est typiquement des objectifs communs puisque quel est le meilleur acteur que l'acheteur pour formaliser tous ces éléments en termes de livrables pour répondre aux attendus d'une direction métier. Donc là, c'est juste en quelques secondes et très rapidement, excusez-moi pour la rapidité, quelques KPI communs, mais il y en a plein d'autres qu'on peut avoir ensemble. Hein. Enfin, il y en a des tonnes. Hein. Très clair. Autre question, dans quelle mesure est-il possible de contrôler le flux de données dans le cadre d'une digitalisation? Car nombre de services achats font face, je pense, à une explosion des fournisseurs référencés. Donc, comment on peut contrôler le flux de données dans le cadre de la digitalisation? Bon, si je peux. Vas-y. Oui, non, c'était plus effectivement travailler la donnée, en tout cas. Des technologies comme peut le délivrer Silex, effectivement, ne veut pas forcément dire explosion du nombre de fournisseurs référencés. Ça, c'est plutôt un choix de la direction achat. Sylvie Noël je sais que tu prônes effectivement l'ouverture complète des fournisseurs, mais c'est pas forcément le choix de tous nos clients. Donc, en tout cas, des technologies de données comme Silex peuvent vous permettre justement de mieux structurer à la fois vos fournisseurs prospects, le marché, ce qu'on vous donne accès. Donc, effectivement, c'est plus en contrôlant justement ce flux de données grâce aux technologies comme Silex et ensuite les choix que vous allez faire que vous allez pouvoir maîtriser ce flux. Alors, je voudrais juste préciser, on a souvent un abus de langage dans les achats sur un fournisseur référencé. Déjà, c'est pareil, l'objectif n'est pas qu'on en parle pendant des années, mais faire référencer théoriquement veut dire un fournisseur identifié sur un périmètre donné pour un marché donné. Donc déjà, je pense que ça, de plus en plus, il y a une vraie question dans beaucoup d'organisations achats, dont la mienne, mais moi, ça fait longtemps que ma position est ferme là-dessus, sur le fait de devons-nous continuer à référencer. Vous parliez de valeur, je pense que pour ceux qui référencent, vous êtes conscients que c'est des mois en travail interne et en travail de fournisseur pour arriver à référencer. Si vous valorisez votre valeur, vous vous rendez compte que c'est aussi beaucoup de temps. Et ce qui est intéressant, c'est de faire l'analyse a posteriori sur le référencement que vous avez pu faire. Et est-ce que ce référencement s'avère toujours être bon?
Est-ce que le référencement va vous permettre de couvrir 20%, 50%, 90% de votre besoin sur ce périmètre-là? Aujourd'hui, il s'avère que sur beaucoup de mes confrères qui continuent à référencer, nous n'avons pas plus de 60% de flux qui passent là-dessus. Moi, je considère que quand vous avez des dossiers de référencement qui durent 9 à 12 mois, aussi bien en interne qu'en externe, pour l'acheteur et pour les fournisseurs, je trouve que le rapport qualité-prix ne vaut plus la peine de référencer. Très clair. Très clair. Donc, du coup, on fait face à un grand nombre de questions. Donc, du coup, malheureusement, on va faire des frustrés, mais on est disponible pour y répondre sans doute dans un deuxième temps. Pour respect du timing de chacun, je voulais finir par un mot. Donc déjà, merci à toi Sylvie pour ton temps. Je sais qu'il est très compté ces temps-ci, notamment dans la crise qu'on vit aujourd'hui. Et merci de ta contribution qui a été très appréciée. J'ai beaucoup de retours très positifs sur ta contribution. Et merci à toi Nicolas également pour ton apport sur ces nouvelles technologies qui permettent d'avoir aussi de la perspective et de se rendre compte que l'intelligence artificielle n'est pas une chimère, mais qu'il y a des cas pratiques et il y a des usages très concrets. Voilà, et merci, j'étais ravi d'animer cette conférence avec vous. On est à vos dispositions pour développer un peu plus ces sujets dans un deuxième temps. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci à vous. À bientôt, merci à vous tous. beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.